Info. Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Aliou Bangoura. Nous sommes vendredi 20 octobre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Film Soir, la dernière grande session d'information de Film FM qui va commencer par l'essentiel de l'actualité nationale. Et puis on parlera du quartier d'Aboundi qui n'a ni collège ni lycée. Dans ce quartier, les nouveaux collégiens ont deux choix, soit abandonner les études ou rallier d'autres quartiers éloignés pour poursuivre leur cursus scolaire. À défaut d'aller dans les écoles privées, vous aurez plus de détails dans le grand format de ce Film Soir. Et puis le Premier ministre Dr Bernard Goumou a inauguré ce vendredi à Bentouraya l'école régionale des arts et métiers de Koya, bâtie sur une superficie de 40 860 mètres carrés. Cette école a une capacité d'accueil de plus de 1200 apprenants. Nous vous ferons vivre les coulisses de cet événement. On évoquera également la dernière réunion du comité national permanent de suivi des résolutions du dialogue politique avec l'invité de Film Soir, Mohamed Sissé, le chargé de communication du PEDN, a été interviewé par Ali Silla. Mais avant, plein feu sur l'actu avec Mamadou Bouyalo. Film Soir. Plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. Bonsoir à vous, Mamadou. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal et dans l'actualité, décédé vendredi dernier au Maroc, Youssouf Sampil a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. Mais avant, l'ex-président des 518 a reçu des hommages en présence de sa famille et proches. Le gouvernement accepte enfin d'engager les enseignants contractuels à la fonction publique. En retour, ces derniers renoncent à leur arriéré de salaire et primes de plusieurs mois. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis enfin, lancée depuis le début du mois d'octobre, la campagne de dépistage gratuite du cancer du sein et celui du col de l'utérus connaît toujours un faible engouement. Pourquoi donc ce faible engouement? Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Film FM, le journal. Décédé vendredi dernier au Maroc, Youssouf Sampil a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. Ce membre du RPG Arc-en-Ciel a reçu ce vendredi les hommages dus à son rang en présence de sa famille, ses proches et anciens collaborateurs. Au chapiteau Baye Issa, où la cérémonie a eu lieu, la tristesse se lisait sur les visages. Dans son discours, l'oncle du défunt, Nabi Kamara, a tenu à saluer les efforts de chacun et de tous. On l'écoute. Nous remercions très particulièrement, en dépit de la distance, le président Alpha Condé pour les messages de compassion et les souhaits formulés à l'endroit de la mère, de l'épouse et des enfants de l'illustre disparu. Que toutes les structures de la famille politique de Youssouf, ainsi que les membres des autres formations politiques ici trouvent nos sincères reconnaissances. Toute la famille reste sensible à l'estime et à la grande confiance que le président Alpha Condé avait su placer en ces jeunes et dynamiques, et singulièrement à Youssouf. Chers frères et sœurs du village Prat, par votre présence massive et permanente depuis l'annonce de cette tragique nouvelle auprès des parents endeuillés, vous avez choisi d'accomplir votre devoir de loyauté, d'amitié et de fidélité en l'endroit de celui que vous avez choisi d'appeler, dans la pure tradition du terroir, le chef du village, avec toutes les composantes régionales du pays. Youssouf Sampil laisse un grand vide au sein de sa famille politique, le RPG Arc-en-Ciel, auquel il a appartenu durant plusieurs années. Tous lui reconnaissent des qualités irréprochables. Marc Yombouno, ancien ministre et cadre du parti RPG Arc-en-Ciel qu'il a côtoyé, témoigne en ces termes. Je vous propose de l'écouter. Attristé au sein du parti, attristé du fait que nous avons perdu un grand militant, un grand mobilisateur, un grand rassembleur. Attristé du fait qu'il soit décédé aussi à l'extérieur. Il aurait souhaité être là parmi nous.
Et nous comptons à la suite de ça, demain, organiser au siège un grand symposium pour lui rendre un dernier hommage aussi de façon politique. Donc il a été un grand, il a été un chef et que son âme repose en paix. Paix donc à l'âme du défunt. Le président de la transition a mis en garde les membres du gouvernement dirigé par Dr Bernard Gomou contre d'éventuelles malversations financières. Lors du conseil ordinaire des ministres d'hier jeudi, le colonel Mamadi Doumbouya a martelé qu'il sera sans état d'âme si des cas sont avérés. Je vous propose d'écouter Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement. Il a d'abord invité les ministres à se concentrer sur leur travail qui consiste à l'amélioration globale des performances et aussi à la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance pour l'intérêt du peuple. Il a encouragé chacun à poursuivre les réformes structurelles qui sont engagées dans le cadre de la refondation de l'État et aussi invité les membres du gouvernement à résister aux pressions sociales, familiales, ethniques dans la prise de décision. Il les a invités à être exemplaires à tout point de vue, tout en rappelant que la cour de répression qui est mise en place, la CRIEF, elle ne concerne pas que les membres des anciennes équipes dirigeantes, qu'elle concerne aussi ceux qui dirigent actuellement. Et qu'il n'y aura pas d'état d'âme pour qui que ce soit lorsque des malversations sont avérées et que celles-ci ne concernent pas que les contrats. Ils disent donc simplement que les ministres doivent faire attention à tous les actes qu'ils posent et ces actes doivent obéir à des principes de neutralité et d'objectivité parce qu'ils engagent l'État, y compris dans les arrêtés. Le ministre porte-parole du gouvernement affirme qu'aucun journaliste guinéen n'a fait l'objet d'agression lors de la marche pacifique organisée par le SPPG pour exiger la levée des restrictions imposées au site guinéen Guinée Matin. Ousmane Gawal Diallo l'a dit ce jeudi lors du compte-rendu du Conseil des ministres, une sortie qui ne laisse pas indifférents les journalistes malmenés à cette occasion. Ils se disent choqués par ce comportement d'Ousmane Gawal Diallo qui vise, disent-ils, à transformer la vérité en mensonge. Mawa Evasila. Alors que des journalistes molestés puis blessés lors de la marche pacifique organisée par le SPPG ont du mal à se remettre sur pied, le porte-parole du gouvernement guinéen, lui, s'évertue à cacher la vérité. Ce jeudi, pendant qu'il faisait le compte-rendu du Conseil des ministres, Ousmane Gawal Diallo a publiquement affirmé qu'aucun journaliste n'a été violenté, encore moins agressé par les forces de l'ordre. Si on fait des interventions de police, les interventions de police entraînent quelques bobos parce que les gens y courent. Il ne faut pas dire non, on nous a agressés et violentés. Ça, c'est faux. Ce traitement de l'information était biaisé. Ce n'est pas des gens qu'on a attrapés et puis on s'est mis à les frapper à coups de matraque et tout alors qu'ils étaient isolés. C'est pas ça du tout. Cette déclaration du ministre choque à plus d'un les journalistes victimes de violences. Ibrahima Foulamoriba, journaliste du site d'information Le Courrier de Conakry, en est un. Il y a eu des violences. Moi, personnellement, j'ai été violenté par la police. On m'a tabassé au niveau de mon cou, à la nuque. J'ai reçu un coup d'un policier. Immédiatement, j'ai perdu connaissance. Et ils m'ont embarqué sur leur pick-up de façon brutale avec des coups de pied. Je pense que monsieur le ministre ne devrait pas réagir comme ça. Même réaction chez Mariama Boibari, journaliste à Kavi TV. Elle dit tout simplement dessus des propos du ministre Ousmane Gawal Diallo. Ça fait très mal. À la base, j'étais déjà là-bas. J'étais partie hier pour couvrir le débriefing du Conseil des ministres. Donc, quand je l'ai entendu dire qu'il n'y a pas eu de violence, j'avais pas de mots. Je pouvais prendre le micro, lui dire que j'avais été touchée, mais j'étais déboussolée. Je croyais pas qu'on puisse être aussi méchant, parce que moi, j'avais dit que c'est méchant. Nous avons été violentés, brutalisés. Je pensais pas qu'un ministre de l'État pouvait tenir de tels propos. Controversé du fait de ses relations parfois très tendues avec les journalistes, Ousmane Gawal Diallo estime que ceci ne rend pas forcément service à la nation. Cela, dit-il, à cause de la façon de traiter les informations. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Le gouvernement a enfin accepté d'engager les enseignants contractuels à la fonction publique. L'annonce a été faite par la coordination nationale des contractuels à travers un communiqué. Cela intervient après la décision de ces contractuels de renoncer à leur arriéré de salaire et primes de plusieurs mois. Dans une interview accordée à notre rédaction, un des coordinateurs de ces contractuels n'a pas caché sa satisfaction. Moussa Doré espère que les autorités vont respecter leurs promesses afin, dit-il, que ce problème soit définitivement résolu. De leur côté, les syndicats de l'éducation se sont impliqués dans la résolution de ce problème et invitent les deux parties à respecter leur engagement. Mbani Sidibé.
C'est un ouf de soulagement pour les enseignants contractuels. Après plusieurs mois de réclamation, tout porte à croire que les autorités comptent régler définitivement leurs problèmes. En contrepartie, ces contractuels se sont engagés à ne plus réclamer leur arriéré de plusieurs mois de salaire et primes. Pour Moussa Doré, un des responsables de ces contractuels, il n'y a aucun doute, le gouvernement va respecter sa promesse. Effectivement, le gouvernement a accepté que nous soyons engagés à la fonction publique, mais les contours, n'est-ce pas, de cet engagement sera défini. Je pense que le gouvernement tiendra parole parce qu'il y a beaucoup de garde-fous que nous avons mis en place. Tout sera mentionné dans le protocole d'accord. Cet engagement à renoncer aux arriérés de salaire est-il partagé par l'ensemble des enseignants contractuels? Moussa Doré répond. Toutes les préfectures ont adressé aux différents responsables, c'est-à-dire le collectif et la coordination, pour dire que tous les contractuels étaient unanimes que nous renoncions à nos arriérés de salaire afin qu'on soit engagé à la fonction publique. Donc ce n'est pas nous qui avons décidé, mais plutôt c'est à la base que ça a été décidé. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation avait pris part à la rencontre entre les contractuels et les autorités. Salifou Kamara se réjouit du résultat obtenu et invite au respect des engagements. Notre objectif le plus ardent aujourd'hui, que ces contractuels-là soient engagés à la fonction publique. Alors qu'on le fasse demain ou maintenant, c'est mieux. Nous apprécions cela. Mais il faut que chacun reste focus sur son engagement et que ces engagements-là soient respectés. Selon le communiqué, après la signature du protocole d'accord, une commission indépendante sera mise en place pour veiller à l'application des différents engagements. Très bonne nouvelle donc pour les enseignants contractuels. Le viol suivi d'assassinat d'une fillette dans une école à Dubreka continue de susciter indignation et colère chez plusieurs personnes et entités. Dans une déclaration rendue publique, le système des Nations Unies en Guinée réclame justice pour Aïssatou Tambassa, ce qui réjouit des activistes comme Kadiatou Konaté. La cofondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée déplore les cas de viol enregistrés dans les établissements publics et privés. On l'écoute. C'est très intéressant de voir le système des Nations Unies s'intéresser à cette question de protection des droits des filles, parce que ce cas de Aïssatou Tambassa qui s'est passé récemment continue à nous interpeller encore une fois sur l'urgence de travailler sur ces questions de violence sexuelle dans notre pays. Et il faut signaler que c'est pas la première fois que le système des Nations Unies se tient aux côtés des familles des victimes, aux côtés des organisations de la société civile pour réclamer justice en faveur des victimes de violences sexuelles. Le dernier cas remonte au cas de Feu Massila qui avait aussi été victime de viol et tout ce qui s'en suivait. Donc ça montre quand même que l'état d'urgence est là en matière de violence sexuelle et il faut qu'on arrête de banaliser. Et c'est très salutaire l'acte qu'a posé les Nations Unies. On n'arrête pas de dire que l'école, la famille, la communauté, en fait, ce sont des espaces qui se doivent purs et sécurisés pour les filles à tous les niveaux. Malheureusement, c'est pas le cas. De son côté, le syndicat national de l'éducation exprime aussi sa colère après la mort tragique de la petite Aïssatou Tambassa, victime d'agressions physiques et sexuelles à l'école élémentaire Aboubakar Somparé de Dubreka. Son secrétaire général Michel Pepe Balamou ainsi que la présidente de la FEGIPAE proposent des solutions pour garantir la sécurité des élèves dans les écoles. Alceni Diallo. L'école était supposée être un lieu sûr où elle pouvait recevoir l'éducation nécessaire pour construire la vie qu'elle envisageait et dont elle aurait été fière. Fort malheureusement, elle y est restée. Le décès d'Aïssatou Tambassa, une petite fille de 9 ans, élève en 3e année à l'école élémentaire Aboubakar Somparé de Dubreka, victime d'une agression physique et sexuelle, fait couler assez d'encre et de salive. Une situation qui interpelle le syndicat national de l'éducation. Son secrétaire général Michel Pepe Balamou martèle. Que quelqu'un entre dans la cour d'une école, dépasse les vigiles, dépasse le surveillant général, dépasse les membres de la direction, va jusque dans les toilettes, viole une petite de 9 ans, la tue et que cette personne-là puisse sortir sans qu'il n'y ait aucune trace. C'est inconcevable. Cela fait presque une semaine que la fillette est morte dans les toilettes de son école, toute nue, étranglée et violée, ce qui soulève des inquiétudes sur la sécurité des élèves dans les écoles du pays. Michel Pepe Balamou propose des pistes de solutions. Les dispositions qu'il faut prendre pour sécuriser l'école guinéenne, c'est d'abord de faire un test psychologique de ceux qui viennent y enseigner, pour préciser leur orientation sexuelle.
problème. C'est extrêmement important. Deuxième disposition qu'il faut prendre, il faut limiter la création des écoles en rendant des critères de création d'écoles très très exigeants pour éviter que n'importe qui ne crée une école en Guinée. Il faut voir le cadre, l'environnement scolaire et périscolaire dans lesquels les élèves apprennent. Malgré cela, la présidente de la Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école interpelle les fondateurs d'écoles sur la nécessité pour eux de prendre leurs responsabilités vis-à-vis des élèves. Adamasso. En tout cas, tout ce qui est aux alentours des écoles et à l'enceinte de l'école, la sécurité incombe l'administration scolaire qui est là, qui est en train de gérer l'école. C'est pas à un parent de quitter la maison pour venir vraiment sécuriser son enfant au niveau des écoles. Ça interpelle tout un parent et tous les fondateurs des écoles et tous les gérants des écoles. C'est très très vraiment regrettable. La mort de Aïssatou Tambassa, âgée de 9 ans, élève en 3e année à l'école Aboubacar Samparé de Dubrika, vient ainsi relancer le débat sur l'insécurité dans les établissements scolaires du pays. Les constructions anarchiques sur les domaines publics maritimes continuent de plus belle à Conakry. À Bessia Port 1, dans la commune de Matoto par exemple, cette pratique prend une proportion inquiétante. Au-delà de priver les riverains de la brise marine, les nuisances sonores empêchent certains citoyens de dormir. C'est pourquoi ils lancent un cri de cœur à l'endroit de l'État. Al-Khalid Aoudadafi. Comme partout à Conakry, le littoral est menacé. Alors que le réchauffement climatique devient un sujet planétaire, à Bessia Port 1, le domaine public maritime est envahi par des bâtiments qui poussent tels des champignons. Sur place, des lieux de loisirs poussent également et produisent des bruits qui empêchent les habitants de dormir. Même les mosquées ne sont pas épargnées, explique l'imam Elhaj Aboubakar Dinar Kamara. Les difficultés que nous avons dans cette mosquée concerne principalement la nuisance sonore. On fait la prière de Isha à 20h. À ce moment, nous n'avons aucune possibilité. Parfois, nous les imams même, nous nous trompons de verset parce que le son de la musique et la prière ne peuvent pas aller ensemble. Même cri de cœur chez Elhaj Alpha Lamine Kake qui a son habitation non loin de la mosquée. Celui-ci explique que ses enfants ne parviennent pas à réviser à cause des nuisances sonores. On est ici de bruits et sourds. Même de prier, on n'a pas de temps. Même les enfants de réviser, on n'a pas de temps. Donc, on se demandait le gouvernement de nous débrancher de problèmes comme ça. Dans cette partie du littoral de Bessia Port 1, la mer a été repoussée à plus de 200 mètres pour y ériger des lieux de loisirs et autres. Maître Alassane Ba, huissier de justice. Quand ils ont commencé tout au début de faire le remblai, on m'a fait appel pour venir faire le constat. Et quand j'ai fait le constat, sur le coup, Elas a demandé à ce qu'on saisisse le tribunal afin que les travaux soient arrêtés. On a obtenu l'ordonnance d'arrêt des travaux, ça a été signifié et que très malheureusement, depuis la signification de cet arrêt des travaux, les gens continuent à travailler. Elas a saisi les différents départements qui ont aussi fait des interventions. Plusieurs démarches ont été menées pour faire face à ce phénomène, mais en vain, l'huissier de justice se dit aujourd'hui épuisé. Très sincèrement, je n'ai aucun espoir. La déception, elle est totale. Elle est totale dans le sens que toutes les voies de recours sont épuisées et jusqu'à présent, les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'inquiétude, aucun n'est inquiété. Et toute personne qui est convoquée, il ne répond pas à les convocations parce qu'ils estiment qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux, qui est au-dessus de la loi. Bien que les nuisances sonores soient des infractions d'ordre public prévues par les codes de collectivité en ces articles 333 et suivants, c'est au président de la transition que les habitants du littoral Bessia Port 1 lancent un appel pressant afin de leur venir en aide. Restons toujours dans les parages de Bessia, cette fois-ci à Bessia Cité 2, quartier relevant de la commune de Matoto. Des habitants dénoncent le non-achèvement des travaux de rénovation de la route qui mène à leur marché. À en croire le chef de quartier, l'entreprise qui a reçu pour la première fois le contrat n'a pas respecté ses engagements. D'après l'adjoint du conseiller de la jeunesse du dit quartier, la durée de réalisation des travaux était annoncée pour 3 mois, mais malheureusement, il dure depuis près de 2 ans. Alassane Djigé Diallo. Il s'agit des routes qui relient le quartier Bessia Cité 2 à celui de Dar Salam et aussi de celles qui mènent au marché du dit quartier. Selon l'adjoint du conseil de la jeunesse de ce quartier de la commune de Matoto, ce non-respect des engagements pris cause du tort aujourd'hui aux citoyens de son quartier. Mohamed Lamine Silla. Il y a une société qui était venue, qui se nomme Sangamba, qu'on leur a remis un travail, n'est-ce pas, pour 3 mois pour faire les routes du quartier. Et maintenant, on t'a vers 18 à 20 mois comme ça, le travail n'est pas achevé. Vraiment, les citoyens souffrent
beaucoup. D'après le chef du quartier du Bessia Cité 2, la société qui avait à charge d'exécuter les travaux a plié bagage sans aucune explication. Elhaj Mohamed Fadiga. Il y a une première entreprise qui a commencé. Je les ai vus partir comme ça. Devant ce silence-là, j'ai essayé de remonter l'information pour trouver la vraie version. Après, ils ont envoyé une autre entreprise. Les fidèles sont obligés, même s'ils prennent les ablutions à la mer, le fait d'avoir pataugé dans ce trou-là pour la mosquée, sont obligés après de reprendre. Mais devant la mosquée, c'est principal pour nous. La seconde entreprise censée achever les travaux, poursuit le chef de quartier, elle aussi est venue enlever tous les fers qu'elle avait installés pour la suite des travaux. À notre grand étonnement, il n'y a pas longtemps, l'entreprise qui avait commencé est venue arracher donc les fers qu'elle avait déjà déposés. Sans me dire quelque chose, on a vu ça comme ça. Alors j'ai remonté encore les démarches. Finalement, on m'a dit que le problème est tranché là-haut. Donc M. Diallo, qui pilote cette affaire-là, je suis rentré en contact avec lui. Il m'a dit que tout est tranché. J'ai dit c'est tranché, mais quand vous allez reprendre? Il m'a dit probablement dans une semaine. Selon les informations recueillies sur place, l'Ageroute qui devait poursuivre le chantier aurait été obligée par l'entreprise qui a bénéficié de ce marché dans un premier temps à libérer les lieux sous prétexte qu'elle va achever elle-même les travaux. Santé dans ce journal, lancé depuis le début du mois d'octobre, la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein connaît toujours un faible engouement. Au centre de dépistage Aminata Souari de Kaporo, où nous sommes rendus ce vendredi, seulement 237 femmes se sont faites dépister à date. Les agents de santé passent presque toute la journée à se tourner les pouces. Pourtant, selon le docteur Mamadou Bobo Souare, cette campagne de dépistage offre aux femmes la chance de détecter de façon précoce la maladie en vue d'une prise en charge adéquate. Aminata Keta. À 10 jours de la fin de la campagne de dépistage du cancer du sein, l'affluence est toujours morose dans les différents centres de dépistage. C'est le cas par exemple du centre Aminata. On a reçu 237 femmes pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Environ 40 à 50 femmes par jour. Pour les autres sites, celui de Donka, c'est à peu près la même fréquence. Donc je lance un appel à toutes les femmes pour venir se faire dépister, pour connaître son statut. Même si on ne connaît pas la véritable raison de la réticence des femmes, il y a quelques courageuses qui viennent se faire dépister. C'est le cas de Mariam Diallo. Il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause de ça. C'est pour cela que je suis venue pour me faire dépister moi aussi, pour ne pas que je m'assoie là-bas et alors que j'ai ça, je ne sais pas, que ça vient jusqu'à on ne peut plus faire rien contre la maladie. Il n'y a pas de cause évidente en tant que telle concernant le cancer du sein, mais il existe des facteurs de risque qui peuvent faire comprendre à la femme qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe au niveau de ses seins. Dr Mamadou Bobo Souare revient sur les symptômes du cancer du sein. Il y a l'apparition d'une crevasse ou d'une plaie qui ne guérit pas au niveau du sein. Il y a des boules aussi ou des masses à l'intérieur du sein qui peuvent traduire ces signes. Guinée, le taux de décès du cancer du sein et celui du col de l'utérus demeure élevé. Chaque année, plus de 800 personnes meurent de ces pathologies. C'est pourquoi ce spécialiste conseille toute malade ayant remarqué l'existence de l'un de ces symptômes de se rendre à l'hôpital le plus tôt que possible afin de bénéficier d'un traitement rapide et efficace. Le Comiss Guy, structure organisatrice du concours Miss Guinée, continue de faire parler de lui. Dans une publication sur ses pages officielles, les responsables du dit comité ont révélé le contenu des valises des Miss qui doivent être à l'internat à partir du 25 octobre, un contenu dont une partie des charges revient aux candidates. C'est notamment les trousses à pharmacie et hygiénique. Cette décision du Comiski suscite assez de polémiques chez de nombreux internautes qui estiment que cette structure devrait être en mesure de prendre entièrement en charge les candidates. Des réactions qui ne laissent pas indifférente la responsable du Comiski, Mariamba. C'est une annonce qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes ne sont pas d'accord avec cette décision de la CAPAF. C'est le cas d'Alpha Limou Diallo qui estime que c'est une façon d'éliminer des candidates. Je suis rentré en contact avec beaucoup de Miss qui m'ont dit que si c'est comme ça, elles vont démissionner. Vous ne pouvez pas prendre une Miss qui vient des États-Unis, de la France, ou bien une Miss qui est à Conakry ici, dont les parents ont les moins, à une Miss qui vient de l'intérieur, qui n'a rien, les parents n'ont rien, mais elle va faire comment? Qu'ils ont énuméré des robes de soirée, même les pâtes dentifrice. Le Comiski, quand même, a un sponsor de taille, de leader. Des idées que rejette la présidente de la CAPAF, structure chargée d'organiser le concours Miss Guinée.
Selon Aminata Diallo, cette décision s'inscrit dans le cadre de perfectionnement des candidates. Je suis tellement choquée, pas étonnée, de fait que depuis plus de 10 ans qu'il y a eu Miss Guinée, qu'il n'y a pas ce genre de choses. Ça, c'est le minimum que tu peux apporter quand tu dois être à l'internat pour te préparer pour la compétition. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes habits, mais les mêmes couleurs. On les voit presque tous les jours. Une robe noire, une robe blanche ou un blazer. Toutes ces filles-là ont ça dans leur maison. Déjà, le comité n'est pas responsable de beaucoup de choses dans la compétition. Toutefois, cet internaute dit saluer les innovations apportées par cette structure dans l'organisation du concours Miss Guinée. Sport, le prix du meilleur joueur du mois de septembre en Bundesliga attribué à l'international guinéen Serhou Guirassy est salué par de nombreux acteurs du football guinéen, interrogés par notre rédaction ce vendredi. Ces acteurs pensent que le joueur de Stuttgart est récompensé pour sa très belle performance pendant ce mois au cours duquel il a marqué et fait marquer. Ils invitent par ailleurs le sélectionneur guinéen Kaba Diawara à mettre en place un système permettant à l'attaquant guinéen de marquer des buts pour l'équipe nationale de Guinée. Mohamed Djenab Souma. Serhou Guirassy est au sommet de son art. L'attaquant de Stuttgart a raflé ce jeudi le prix de meilleur joueur du mois de septembre en Bundesliga. Cette récompense est un hommage mérité, estime David Chopin-Bangoura, journaliste sportif. Moi, je pense que c'est largement mérité par rapport à ce qu'il a réalisé durant ce mois écoulé. Il est quand même le meilleur buteur du championnat allemand en réalisant ce que personne n'a réalisé par le passé. Aujourd'hui, lui, il est dans un club moyen qui a lutté pour ne pas descendre l'année dernière. Grâce à ses performances, il permet à son club d'enchaîner 5 victoires en championnat, ce qui n'a jamais été réalisé par Stuttgart. Ce prix intervient à quelques mois de la CAN prévue en Côte d'Ivoire. Mohamed Lamine Touré, journaliste sportif, pense que le profil de l'attaquant guinéen peut être bénéfique pour le Sili national. C'est toujours bon et bien d'avoir un attaquant, en tout cas à l'orée d'une Coupe d'Afrique des Nations comme celle-là. Généralement, la Guinée n'avait pas aussi un attaquant de renom depuis les temps d'Aboubacar Titi Camara. Je pense qu'on a déjà une certaine identité sur le front de l'attaque guinéenne. Serhou Guirassy aujourd'hui. Et il impose respect et considération chez toutes les défenses adversaires. La récente sortie du sélectionneur guinéen concernant son adaptation au football africain passe mal chez David Chopin-Bangoura. Selon lui, c'est à Kaba Diawara d'instaurer un système pour permettre aux joueurs de mieux s'adapter. Que c'est pas aux joueurs de s'adapter au football africain, c'est au football africain, notamment le Sili national, de s'adapter à lui. C'est à nous de l'amener à s'adapter au football africain, parce que s'il a des bons coéquipiers qui savent comment le trouver, je pense qu'il va s'adapter. Il a montré, il a marqué des buts lors des dernières sorties avec le Sili national de Guinée. En 7 matchs joués, l'attaquant guinéen a marqué 13 buts, dont 2 triplés. Une performance qui lui a permis de battre le record de Robert Lewandowski qui avait inscrit 11 buts avec le même nombre de journées lors de l'exercice 2020-2021. C'était l'essentiel des infos au compte de la rédaction. Film Soir se poursuit sur nos antennes. Merci infiniment à vous, Mamadou Boyi. On se retrouve tout à l'heure pour le Transinfo. En attendant, Film Soir se poursuit avec les coulisses. Film Soir, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. Je le disais en l'entame, l'école régionale des arts et métiers de Koya a été inaugurée ce vendredi à Bentouraya. Une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement accompagné du ministre de l'enseignement technique Alpha Boubacar Bari. Plusieurs membres du gouvernement et du CNRD y ont également pris part. À cette occasion, les populations de Koya ont réservé un accueil chaleureux à la délégation gouvernementale. Mahmoud Diakité. Les rames de Koya, baptisées au nom du feu Ibrahim Souma, ancien ministre de l'enseignement technique et de formation professionnelle, est bâti sur une superficie de 40 860 mètres carrés avec une capacité d'accueil de plus de 1200 apprenants. Alpha Boubacar Bari, ministre de l'enseignement technique et de formation professionnelle. Cette école, c'est la 5e dans cette catégorie qui, en termes de technologie d'enseignement, rehausse le niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, diversifie les formations, mais surtout donne la possibilité à ceux qui sont à des niveaux inférieurs aussi d'accéder à une formation de qualité. Donc c'est une école multiniveau, polytechnique. À l'occasion de l'inauguration officielle de cette école régionale des arts et métiers de Koya, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, précise que l'éducation est au centre des préoccupations du CNRD. La refondation prônée par son Excellence n'est pas un slogan à la mode. C'est une vision réaliste
pour que la Guinée bouge. Nous devons investir dans l'éducation. Nous devons investir dans l'éducation technique, dans la formation professionnelle. Et cela pour garantir à nos jeunes qu'ils aient des accès, qu'ils aient des compétences et des opportunités. Cette école régionale des arts et métiers, sur les instructions du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, demande de baptiser cette école au nom du feu Ibrahim Soulon. A noter que le directeur de l'ERAM de Koya, Cabinet Doumbouya, ambitionne de faire de cet établissement, qui ouvrira ses portes le lundi 23 octobre prochain, une école de référence dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans la sous-région. Merci Mamoudou. Et Diakité, partons à présent en Haute-Guinée dans Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. C'est l'actualité qui fait la une dans la préfecture de Kankan. Le directeur général de l'hôpital régional et 5 autres collègues ont été conduits jeudi à la prison civile de Kankan. L'incarcération de ces agents de santé fait suite à la mort du premier vice-recteur chargé des études de l'université Julius Nyerere de Kankan. Les docteurs Faremba Kamara, Augustin Loua et autres sont accusés d'avoir causé la mort à Dr Moussa Fanta Kourouma, décédé à la suite d'une opération chirurgicale. Le coordinateur de la maison des associations et ONG de Guinée, qui s'est constitué partie civile dans ce dossier, salue cette décision prise par le juge d'instruction du TPI de Kankan, Amadou Ribari. Le directeur de l'hôpital régional de Kankan et 5 de ses collègues ont passé la nuit à la prison civile de Kankan. Dr Faremba Kamara, Augustin Loa et 4 autres médecins de cet établissement hospitalier sont accusés d'être à la base de la mort du vice-recteur de l'université Julius Nyerere de Kankan, décédé dans des conditions suspectes. Cette arrestation de médecins est vivement saluée par le coordinateur régional de la maison des associations et ONG de Guinée. Sekouba Traoré revient sur l'origine de ce dossier concernant le décès de l'ancien vice-recteur. C'est suite aux circonstances douloureuse de la mort suspecte du vice-recteur par certains médecins, non-qualification professionnelle, non-qualification juridique, alors ayant passé une telle intervention en la personne du vice-recteur Dr Moussa Fanta Kourouma qui a conduit sa mort. Dans une sortie médiatique récente, des acteurs de la société civile de Kankan ont dénoncé des velléités de certaines personnalités d'étouffer l'enquête menée par la brigade de recherche pour élucider les conditions de décès du vice-recteur. Parmi ces personnes, Sekouba Traoré pointe du doigt le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan. Le procureur de la République n'a pas voulu diligenter cette procédure et il a fait tout possible pour étouffer la présente procédure et empiéter et même des cas d'émission dans cette affaire-là. Donc la brigade de recherche de Kankan a pris soin d'appeler monsieur le procureur. Ah bon, monsieur le procureur, nous on a fini notre travail, donc il est question maintenant de déterrer. Donc le procureur de la République, il a crié sur ces agents. Après l'arrestation du directeur de l'hôpital régional et certains de ses collègues, des informations ont fait état d'un débrayage du personnel de l'établissement hospitalier en soutien aux médecins conduits en prison. Une information démentie par Dr Yaraboy, chef service des urgences du dit hôpital. Tous les services fonctionnent à merveille. Les patients, beaucoup ne sont pas informés s'il y a un problème. Ils viennent tous comme d'habitude. Ils sont bien reçus, ils sont bien accueillis et vraiment ils reçoivent les soins nécessaires comme d'habitude. Ils ont dit de continuer à travailler et de suivre l'instruction de la hiérarchie. De continuer à travailler comme d'habitude. De ne pas s'inquiéter, de ne pas faire de mouvement, rien. Donc, suivre l'instruction de nos supérieurs. Et tout le monde travaille comme d'habitude. D'autres défenseurs des droits de l'homme saluent aussi cette arrestation de ces médecins de l'hôpital régional de Kankan. Ils souhaitent que l'enquête enclenchée arrive à son terme sans aucune pression externe afin d'établir les faits. Il est 18h34. Il est l'heure de s'informer de l'actu du continent et d'ailleurs dans le Transinfo. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou Léo. En République démocratique du Congo, la commission électorale a validé 24 candidatures pour la présidentielle du 20 décembre. Cette liste a été publiée dans la nuit du 19 au 20 octobre 2023. Aucune candidature n'a été déclarée irrecevable et tous les poids lourds sont là. Ils sont donc 24 candidats, dont une femme, 16 candidats indépendants, 6 présentés par des partis politiques et 2 issus de regroupements politiques. Au Niger, la junte accuse Mohamed Bazoum de tentative d'évasion, coup de fusil à l'aube et déplacement de blindés
La situation était confuse jeudi à Niamey. Dans la soirée, la junte a expliqué que le président renversé Mohamed Bazoum et son entourage avaient tenté de s'évader. Des proches de l'ex-président expliquaient de leur côté que leur téléphone portable avait été confisqué et que l'ex-président Mohamed Bazoum avait été séparé de sa femme et de son fils. Enfin, dans le monde, guerre Israël-Hamas, les États-Unis renforcent leur armada en Méditerranée orientale. Eh bien, les États-Unis envoient un deuxième porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader les actions hostiles contre Israël, où tout effort visant à élargir cette guerre à la suite de l'attaque du Hamas, a déclaré le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin. La flotte américaine croisant en Méditerranée va donc rassembler un impressionnant contingent. C'est la fin de ce Transinfo. Merci de l'attention. Merci infiniment à vous, Mamadou Boyi. Dans le grand format de ce soir, on ira à Dabondi, qui n'a ni collège ni lycée quand les élèves, nouveaux collégiens, veulent aller au collège, ils sont soit obligés d'aller dans les écoles les plus éloignées ou tout simplement préférer les écoles privées. On en parle tout à l'heure avec Sekou Diataya Kamara. Avant, partons avec la 1-2. Film Soir, la 1-2. Les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Dans la rubrique de la 1-2 de ce vendredi, nous recevons le directeur de publication du site d'information laguinée.info avec notre confrère. Nous parlons de la dégradation de la route Beila-Kerouané qui est devenue un calvaire pour les chauffeurs et passagers. Il est déjà au bout de fil. Bonsoir à vous, Ibrahim Souri. Oui, bonsoir Bangoura, bonsoir à tous les auditeurs de la radio film. Vous nous apprenez qu'entre Beila et Kerouané, des camions remplis de marchandises en provenance de Nzérékoré pour la Haute-Guinée sont bloqués et embourbés dans la boue. Oui, effectivement, c'est la triste réalité du côté de la Guinée forestière. Le tronçon Beila-Kerouané, situé sur la nationale numéro 2, distant donc de seulement une centaine de kilomètres, fait perdre plusieurs jours aux chauffeurs et usagers de cette route, des personnes qui veulent rallier ces deux préfectures. Et il faut dire quand même que des camions remplis de marchandises en provenance de Zérékoré, la capitale de la région forestière sur la Haute-Guinée, sont bloqués, embourbés dans la boue. Et au niveau de ce tronçon. Ils ont donc des personnes qui ont donc été rencontrées par notre correspondant régional, ont donc interpellé l'État et les dirigeants de la transition à leur venir donc en aide pour réparer cette route. Bien. Alors, vous avez dit également que ce tronçon avait connu le mois dernier une coupure totale causée par l'affaissement d'un pont qui datait de l'époque coloniale. Oui, effectivement, ce tronçon a connu le mois dernier donc une coupure totale qui a été causée donc par l'affaissement d'un pont qui datait donc de la période coloniale. Les Bangoura, il faut dire que outre les difficultés que rencontrent donc les usagers de cette route, il y a aussi une perte économique pour ces usagers. Puisque pour la plupart, ce sont des commerçants qui transportent donc des fruits, des légumes. Si très malheureusement, à cause de la difficulté d'accès au niveau de l'autre préfecture, ces fruits et légumes pourrissent là-bas. Et il faut dire que ce sont les commerçants, donc ils subissent une perte économique. C'est un manque à gagner quand on achète des fruits pour aller les revendre, c'est pour avoir du profit. Tout à fait. Imaginez lorsqu'ils passent plusieurs jours au niveau de ce petit tronçon-là, qui ne fait pas plus de 100 km. Les conséquences sont énormes. Merci infiniment à vous, Ibrahima Souri Diallo, pour la disponibilité. Nous poursuivons Film Soir avec l'édito. Film Soir, l'édito. Aux soupçons et accusations relatives à la restriction d'accès au site internet et se succèdent celles de brouillage des ondes. Si ces soupçons et accusations se confirment, la Guinée aurait fait un retour aux méthodes et pratiques soviétiques. Mamadi Doumbouya doit tout mettre en œuvre pour savoir s'il s'agit d'un procès d'intention qui est fait à son ministre ou il s'agit d'une réalité, car les faits sont d'une extrême gravité. Voici l'édito de Habib Yemberen Diallo. Pour exprimer toute son irritation vis-à-vis des critiques dont il faisait l'objet de la part de la presse, le président Alpha Condé avait déclaré qu'il n'écoute pas la radio
ne regarde pas la télévision, ne lit pas les journaux et ne va pas sur Internet. Une déclaration qui, si elle était exacte, était la preuve que l'homme était coupé des réalités de son pays, se contentant de la version des turiféraires, lesquels lui disaient qu'il était le plus beau, le plus intelligent de tous et le plus méritant aussi, qu'il ne devait pas laisser le pays entre les mains des bandits, fermer les guillemets, comme il l'avait clamé lui-même. Entendez sa définition à lui des bandits, c'est-à-dire ceux qui voulaient son fauteuil par les urnes. Il entendait tout sauf cela. Comme Sékou Touré et Lansana Conté, il ne devait quitter le palais présidentiel que pour le cimetière. C'est de cette obsession qu'il faut trouver la date fatidique du 5 septembre 2021. Le décor est planté. Le tombeur du professeur arrive avec les meilleures intentions du monde, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Celles-ci ne suffisent pas. Il faut les concrétiser. Et pour ce faire, il n'existe pas 1000 manières. Il faut être à l'écoute du peuple, parce que aussi puissant que soit un chef, il ne commande pas les animaux. Ce sont les hommes qu'il considère ou qu'il méprise qui constituent sa source de bonheur ou de malheur. Qu'est-ce à dire? Mamadi Doumbouya doit adopter une posture qui soit aux antipodes de celle du professeur. Autrement dit, écouter ce peuple. Et pour cela, il y a aujourd'hui des canaux de communication qui n'existaient pas hier. Un chef moderne qui veut savoir ce que le peuple pense prendra un petit temps pour écouter et lire, pour savoir la réalité au-delà de celle que présente un entourage souvent préoccupé par le poste et par la poche. Or, ce bas peuple crie sur tous les toits qu'il y a au sein du gouvernement un homme ou un groupe d'hommes qui veulent ramener la Guinée aux méthodes et aux pratiques soviétiques, c'est-à-dire la censure et le brouillage des ondes. Pour un chef qui se veut un homme du peuple, il faut procéder à une vérification pour savoir s'il s'agit d'un procès d'intention qui est fait à son ministre ou plutôt s'il s'agit d'une réalité. Dans le premier cas, il devra chercher à remédier à la cause de la supputation et à l'accusation, ensuite communiquer. Et s'il s'agit du second cas, tirer toutes les conséquences de cet agissement d'une autre époque. Pour Mamadi Doumbouya, il n'existe pas une troisième option, surtout pas le silence. Face à la gravité des choses, un chef ne doit pas se muer dans un silence de cimetière. Une telle posture donnerait raison à tous ceux qui crient au loup, lequel serait prêt à dévorer toutes les voix discordantes, comme au Rwanda ou en Érythrée. Mais c'est mal connaître ces pays. 65 ans après, le choix de liberté reste encore comme une religion. Voilà, c'était l'éditorial avec Habib Yemberin Diallo. On va à présent partir avec le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Dabondiraï dans la commune de Matoto n'a ni collège ni lycée public quand ils ont leur examen d'entrée en 7e année ou leur brevet. Les élèves de ce quartier ont le choix d'abandonner les études ou rallier d'autres quartiers éloignés pour poursuivre leur cursus scolaire à défaut d'aller dans les écoles privées. Pour ce qui est de l'élémentaire, il n'y a qu'une seule école primaire publique dans toute la zone, mais dans cet établissement aussi, c'est la croix et la bannière pour les élèves. Sékou Diataya Kamara signe ce grand format. L'école primaire de Dabondi Raya dans la commune de Matoto, l'unique de tout le quartier, peuplé de milliers d'âmes. Les élèves ont effectivement repris les cours, mais l'établissement reste confronté à un certain nombre de problèmes, comme l'énumère son directeur. Les problèmes spécifiques au sein de cette école est axé sur quelques points. L'insuffisance de table-banc, l'insuffisance de salles de classe aussi. En plus de ça, la situation de la cour, surtout pour éviter la poussière, nous voulons faire de bétonnage. Donc ce sont mes priorités d'abord pour nos problèmes spécifiques. Le problème des classes découle de l'inadéquation entre la densité de la population et le nombre d'écoles primaires publiques disponibles dans la zone, ajoute Alassane Fatou Bangoura. Vous savez, c'est la seule école publique de la zone. Donc il y a l'effectif pléthorique. Donc c'est ici seulement la seule école publique. Et nous voulons
la scolarisation des enfants. Donc franchement, les parents n'ont pas de moyens de s'acquitter aux frais dans les écoles privées. Donc ils préfèrent que les enfants viennent ici pour que les enfants n'arrivent pas à être à la maison. Donc c'est juste pour ça aussi. Cette situation n'offre pas aux tout petits les conditions maximales d'études, fustige Amadou Ouri Diallo, parent d'élèves. Actuellement, on a des difficultés là-bas à l'école publique, à part des tables bancs. Bon, il y a une norme d'effectifs aussi. Donc les enfants, ils viennent deux fois. Il y a certaines personnes qui viennent le matin et certaines personnes qui viennent le soir. Donc on a essayé de voir. Le directeur a établi un programme de roulement, quoi. Donc certains viennent le matin une semaine, les autres viennent le soir. Après la semaine prochaine, ceux qui viennent le soir viennent le matin, les autres aussi viennent le soir. Pour apprendre, il faut apprendre le matin. De 8h à 14h. Ça trouve que l'esprit est fatigué. Bon, maintenant, de venir à 13h30 jusqu'à 18h, ça serait un peu difficile. Du primaire au secondaire, la situation devient catastrophique, qu'il soit collège ou lycée public. Pas un seul dans tout le quartier, regrette Dr Kissima Fofana et Abdul Karim Touré, aussi parents d'élèves. C'est dommage quand même, sinon normalement, interquartier, il doit y avoir au moins un collège et un lycée. Normalement. Quand on a un examen ici, que ce soit l'examen d'entrée en 7e année, le brevet, pour aller au lycée, soit il faut aller au lycée Bonfi, qui est dans la commune de Matam, soit il faut aller au lycée Ahmed Sékou Touré de Bessia, ou soit il faut aller au lycée 1er mars de Matam. Si tu ne veux pas aller dans les écoles privées. Ce qui est compliqué, c'est distant à travers le transport qu'on paye des fois. Le lycée le plus proche, c'est le lycée Bonfi. À défaut d'un lycée, les habitants de Dabondi Raya, à travers nos interlocuteurs, sollicitent ardemment un collège public afin de minimiser l'abandon scolaire chez les enfants du quartier. Quant au directeur de l'unique école primaire publique, il sollicite l'extension de l'établissement et une dotation en table banc. Merci infiniment à vous, Sekou Diataya Kamara. Parlons à présent sport. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Et c'est avec vous, Idrissa Somparé, bonsoir. Oui, bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Alors, après une bonne semaine de blessures, ici à Gassila est de retour. Oui, après justement une journée de retard, Montpellier qui pointe à la 12e place du championnat, à 2 points de la formation de Nantes. Et défensivement, le site officiel de la Ligue 1 nous apprend que le Sudiste, le club donc, du Sud, pourrait compter sur le retour d'Issa Gassila, victime d'une lésion au mollet gauche, c'était le 28 septembre dernier. Et le latéral gauche a finalement retrouvé le chemin des entraînements. En début de semaine, le Guinéen pourrait être aligné en championnat. Bien, Brentford, club de première ligue, tente sa chance avec Guirassy. Oui, Ciro Guirassy, l'attaquant de 27 ans, a fait des vagues en Europe en menant Stuttgart au sommet de la Bundesliga. Selon plusieurs médias anglais, Brentford serait particulièrement intéressé à acquérir les services de l'attaquant guinéen. En tout cas, il faut le dire, il commence à avoir beaucoup de prétendants du côté de l'Angleterre. Bien, avec sa première expérience avec le Sili, Karim Cissé rejoint le groupe pro de Saint-Etienne. Effectivement, c'est un nom qu'il faut retenir puisqu'il a été lors de la trêve internationale. Et les joueurs donc de Saint-Etienne, Karim Cissé pourrait également revenir dans le groupe pro, tout comme Ayman Aiki. Les deux étaient présents à l'entraînement donc du jeudi avec l'équipe pro, et les deux garçons ont été les tubes de l'été entre 2022 et 2023. Et avec l'absence de Gara et de Bentag, les options offensives sont donc réduites et la présence du Guinéen pourrait être une bonne nouvelle pour le club de Saint-Etienne. On finit par les nouvelles du Barça et du Real Madrid. Effectivement, selon le quotidien, l'intention de Kylian Mbappé aurait toujours été donc de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison quand son contrat va expirer. Mais le média espagnol assure même que Mbappé regrette de ne pas avoir fait ses valises durant l'été pour rejoindre le Real Madrid. Des révélations qui alimentent la rumeur du départ au Real Madrid à l'été 2024, même si Marca assure que le club merengue reste très prudent dans ce dossier puisqu'ils sont boostés par l'arrivée de Bellingham qui a tout de suite endossé le rôle de star de l'équipe. Et Vinicius et le Real Madrid ne comptent pas du tout se miser sur Mbappé comme par le passé en attendant pour connaître la situation. C'est en tout cas une attente qui pourrait donner l'opportunité pour des clubs comme Chelsea et Liverpool de tenter leur sens. Sinon, du côté du Barça, il faut d'ailleurs dire que le club doit encore à Lyon. Le FC Barcelone a des dettes envers Lyon, puisque c'est par rapport aux joueurs Myriam Pjanic qui évolue du côté des Émirats arabes et qui était au sein du club de Sarza FC, le milieu de terrain international de Bosnie-Herzégovine, avait rejoint le club catalan depuis la Juventus de Turin, moyennant une indemnité, une somme de 60 millions d'euros qui n'a pas été payée. Et il faut donc dire que le club de Barça doit toujours une partie de la somme à ces clubs comme Olympique de Lyon, où le joueur a joué pendant 3 ans. Merci infiniment à vous, Idrissa Somparé, pour toutes ces informations. Partons à présent avec l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir.
L'autre interview de Film Soir. Mohamed Sissi, chargé de communication du PDN, est l'invité de Film Soir de ce vendredi avec lui. Alice, il aborde la dernière réunion du Comité national permanent de suivi des résolutions du dialogue politique. Je vous propose de suivre cet entretien. Bonsoir Monsieur Mohamed Sissé. Pour répondre à vos inquiétudes, la porte-parole des facilitatrices du dialogue politique interguinéen a promis de vous associer désormais au compte-rendu du comité de pilotage des résolutions issues du dialogue politique interguinéen. Qu'en dites-vous? Il faut noter que nous sommes membres du comité de suivi. Le représentant de notre coalition prend part aux travaux du comité de suivi. Si nous sommes arrivés jusqu'au mémorandum, c'est parce qu'il y avait des interrogations qui n'ont pu trouver des réponses à l'époque à ce niveau. Et le mémorandum aussi est adressé au président de la transition. Et je crois qu'il serait commode que la réponse vienne de la présidence. Maintenant, c'est bien plus réconfortant que la porte-parole des facilitatrices se prononce là-dessus, ce qui veut dire au moins c'est tombé à différents niveaux dans des oreilles attentives. Nous en prenons note, mais nous avons pris part aussi au débat du comité de suivi. Beaucoup de choses ont été présentées. Ça donne de l'espoir quant au respect du calendrier. Et c'est de voir maintenant comment les différentes institutions et départements feront en sorte que leur part soit exécutée. Aujourd'hui, vous, les partis politiques qui avez pris part à ce dialogue, vous dénoncez le manque de transparence dans la conduite de la transition. Est-ce que ça veut dire que vous regrettez votre participation à ce dialogue? Non, nous n'allons jamais regretter notre participation à ce cadre de dialogue. Nous avons toujours dit que la condition d'une transition apaisée est la discussion autour de la table. Et nous avions d'autant raison que ceux qui boycottaient ce cadre de dialogue ont dit récemment qu'il faut revenir à la manière pacifique, tout en oubliant que ce qu'ils nous demandent de faire avec eux, nous l'avons déjà fait, ils n'ont pas accepté, et nous avons continué à leur tendre la main en les invitant à rejoindre le cadre de dialogue, à venir souscrire au mémorandum. S'il y a des points additionnels qu'ils n'ont pas vu dedans, ils peuvent l'exprimer, mais c'est tout ce que nous recherchons. Lors de la dernière réunion du comité de suivi, Dr Makale Traoré avait annoncé que des informations importantes ont été rapportées par rapport à l'évolution du chronogramme. Est-ce que cette déclaration vous rassure? Effectivement, du retour que nous avons, il y a eu des informations très importantes et le cadre a été aussi rassuré du respect du calendrier et le Premier ministre serait revenu là-dessus aussi pour réaffirmer leur engagement à respecter ce calendrier sur instruction même du président de la transition qui reste ferme par rapport au respect de ce calendrier. Nous continuons à leur faire confiance, c'est pourquoi nous sommes dans le processus, c'est pourquoi nous nous battons pour que ça réussisse, c'est pourquoi nous nous battons aussi pour que l'engagement que nous avons pris ensemble, que ce soit ni eux ni nous n'ayons à baisser la tête devant les Guinéens. Le respect de ces résolutions, le respect de ce chronogramme est l'avantage de tous parce que ceux qui ont pris part au cadre de dialogue ont posé leurs mains sur ce document. Donc ça nous engage autant que ça engage le CNRD, même si le côté exécution ne relève pas de nous, mais la disponibilité à accompagner les activités qui visent à faire respecter cela est de notre responsabilité et nous gardons le cap dans ce sens. Dans l'opinion, beaucoup redoutent un glissement du calendrier. Est-ce que vous avez la même inquiétude? Vous savez, dans un mouvement d'ensemble, les objectifs peuvent être différents. Et ce qui est clair, nous restons convaincus que ce calendrier sera respecté, ce chronogramme sera respecté. Et il y en a qui vivent de ce genre de situation, qui soulèvent des débats parfois qui ne tiennent pas la route et qui veulent préparer l'esprit des Guinéens et aussi pousser le CNRD à suivre leurs directives parce que dans une situation normale de fonctionnement, ils ne peuvent pas se faire place parce qu'ils ne peuvent se distinguer que dans les conflits, ils ne peuvent se distinguer que dans les controverses, mais dans une approche collaborative, ils ne sont pas existants. Et nous avons fait le pari
de construire un parti politique dans une dynamique d'approche collaborative. Nous avons fondé une coalition avec d'autres partis politiques dans cette dynamique et c'est dans cette dynamique que nous comptons aussi conquérir le pouvoir et gérer. Merci M. Cissé de vous avoir prêté à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Mohamed Cissé, le chargé de communication du PEDN qui répondait aux questions de Ali Silla. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information réalisée, coordonnée par l'ensemble de la rédaction. Merci à Lancé Sangaré pour la conduite technique. Au revoir.